Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous et à toutes, bien entendu. N'oublions pas les femmes, mon Dieu, on va finir en correctionnel, sinon vous vous rendez compte. C'est Human, c'est Pierre-Alain Gourion depuis le Loft Art à Villeurbanne. Dans notre émission Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société ? Avec aujourd'hui un sujet sur l'Iran, et spécialement sur les droits des hommes, les droits humains et les droits des femmes en Iran, sur leur liberté et la confrontation en quelque sorte avec une certaine vision de l'islam. J'ai nommé l'islamisme des autorités politiques iraniennes du moment. Avec nous, trois invités. Nous avons d'abord Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors Sarah, on ne vous voit pas ? Non. Bon, et on ne vous voit pas pourquoi ? Je préfère garder l'anonymat. Parce que vous êtes discrète. Voilà. Oui. Et Sarah, vous avez une fonction dans la vie sociale. Vous êtes juriste, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et votre spécialité ? Je m'intéresse particulièrement aux droits humains et aux droits des femmes. Voilà. Alors on dit les droits humains, on dit plus les droits de l'homme. Hein ? Oui. Les droits de l'homme, c'est fini. C'est fini depuis longtemps, mais on a mis du temps à évoluer. Parce que les femmes pensaient que les droits de l'homme, ça les concernait pas. Les hommes pensaient que les droits de l'homme ne concernaient pas les femmes. D'accord, apparemment vous ne manquez pas d'humour. Et puis nous avons Adjamine, bonjour. Bonjour. C'est un joli prénom. Merci. Qui l'a choisi, votre père ou votre mère ? Les deux. Ouais. Bon. Votre père, lui, l'un de vos parents est iranien peut-être ? Oui. Mon père est iranien, ma mère est française. Oui. Voilà. Et vous avez un intérêt, donc, du fait de vos origines partielles, familiales, pour l'Iran. Et vous avez quelle activité ? Alors, moi, je suis géographe de formation et je suis diplômée d'un master de géopolitique. Et je travaille aujourd'hui dans l'entreprise de mon père qui fait du commerce avec l'Iran. Et on importe des produits alimentaires bio et équitables d'Iran. D'ailleurs, on a pu goûter tout à l'heure les excellentes dattes que vous nous avez amenées. Elles étaient absolument délicieuses, mais on ne va pas en dire plus à nos spectateurs parce qu'ils vont être jaloux. Voilà, et puis nous avons Guillaume Guichon. Donc Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci de votre beau visage biface, parce que vous êtes à la fois blond et brun. À la radio, on ne pourra pas le voir. Et donc Guillaume, vous travaillez chez Agir Ensemble pour les droits humains. Oui. Voilà, vous avez quelle activité et pourquoi nous avez-vous suggéré de faire une émission sur l'Iran, car vous êtes à l'origine de cette émission. Oui, donc moi je travaille dans une association qui s'appelle Agir Ensemble pour les droits humains. On a changé de nom il y a quelques temps. Avant, on s'appelait Agir Ensemble pour les droits de l'homme. Notre vocation, en fait, c'est de lutter pour faire respecter les droits humains, du coup, à travers le monde. On a beaucoup de programmes en Afrique centrale. La raison pour laquelle j'ai sollicité et proposé qu'on fasse cette émission, c'est pour parler de notre fonds d'urgence et particulièrement d'un cas qui a été aidé par notre fonds d'urgence. Donc un artiste iranien, en fait, qui a quitté son pays à cause de son art et de son engagement, de son activisme, en fait, et qui devait être le grand témoin de cette émission. Malheureusement, cette personne pour des raisons qui lui sont personnelles et qui sont totalement légitimes, a préféré garder l'anonymat et ne pas participer à cette émission. Voilà, donc nous sommes amputés de cet artiste pour des raisons là encore familiales. Alors vous savez pas, on va s'écouter un tout petit peu de musique et on va s'écouter le tout début de Ajam Band. Vous allez voir, ça va nous mettre un peu dans le rythme avec de la percussion. Écoutez. Voilà, on va se réécouter tranquillement ensuite ce morceau de... C'est pas du rap persan, mais c'est pas loin. C'est une musique, vous nous en reparlerez tout à l'heure, Adjamine. Oui.
C'est Sarah qui l'a choisi. Je connaissais pas. Oui, d'accord. Adam. Donc c'est Sarah qui nous en parlera tout à l'heure. Alors je reviens à vous, Jamine, parce que je pense que vous êtes géographe, vous avez un master de géopolitique, donc ça tombe bien parce que on a besoin dans ce monde d'avoir des repères, quelques repères géopolitiques, quelques repères historiques pour savoir où en est l'Iran, d'où vient cette vieille civilisation, superbe civilisation, et où en est-elle aujourd'hui? Alors, je vais commencer avec la révolution iranienne, donc la révolution islamique de 1979 qui a isolé l'Iran sur la scène internationale. Et grâce aux accords sur le nucléaire qui ont été signés en 2015 entre l'Iran et les 6 plus grandes puissances du monde, l'Iran a pu retrouver sa place dans la vie internationale et dans la vie politique internationale. Pourquoi ces sanctions? Pourquoi cet accord? Quel était le contenu de cet accord plutôt? Oui, alors c'est un accord qui engage l'Iran à réduire son enrichissement d'uranium, et en contrepartie, les États-Unis et l'Europe s'engagent à lever les sanctions internationales qui lui ont été imposées depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. L'enrichissement d'uranium, sous-entendu pour éviter que l'Iran ne puisse fabriquer une bombe thermonucléaire. Exactement. Et derrière, avec le risque dans ce Moyen-Orient un peu chaud, de conflit avec l'État d'Israël, qui lui, au passage, a d'ailleurs l'énergie nucléaire et la bombe atomique, bien que ce soit officieux. Oui, voilà. Donc oui, donc c'est donc c'était les termes de l'accord. C'était les termes de l'accord. Cet accord a été rompu dernièrement par l'administration américaine et notamment le président Donald Trump. Ça a réisolé l'Iran. À mon avis, ça a renforcé également les conservateurs et les ultra-conservateurs en Iran et accentué les difficultés économiques auxquelles doivent faire face les Iraniens. Sur le plan intérieur, je pense qu'il y a une réelle crise de légitimité du régime iranien. Pour des raisons économiques, mais aussi de liberté publique, de droits des femmes. C'est-à-dire qu'il y a moins d'adhésion de la population à votre sens aux règles du règime, aux règles instaurées par le régime? Oui, d'un côté, il y a beaucoup de contestations. Il y en a eu ces 2 dernières années, on a plusieurs exemples. Mais la contestation sociale s'arrête aussi par la peur. Notamment par la peur du chaos. L'Iran, je ne pense pas que les Iraniens aient envie que l'Iran ressemble à la Syrie aujourd'hui ou à d'autres pays de la région dans lesquels c'est la guerre. Donc ça amène la société iranienne peut-être à penser à penser une réforme de l'intérieur, une réforme de la République islamique de l'intérieur. Et il y a notamment une chercheuse française qui a écrit sa thèse sur la politique et la religion en Iran, qui est très intéressante et qui met, elle s'appelle Eva Zahiri, et elle met en avant certains auteurs contemporains iraniens qui sont notamment des clercs. Des clercs, c'est-à-dire ce ne sont pas des ayatollahs, mais ils sont quand même des musulmans et des pratiquants. Oui, et qui ont aussi participé à la construction de la République islamique et des institutions islamiques en 1979. Ils ont participé à cette révolution, mais qui aujourd'hui re-questionnent la légitimité et l'efficacité de ces institutions et de ce gouvernement, et qui notamment mettent en avant les droits humains et le fait que l'islam ne préconise pas forcément une forme de gouvernement et qui arrive à légitimer un système démocratique en Iran. Donc on peut dire qu'il y a une nouveauté de la critique, un peu. Renouvellement, possibilités. Oui, peut-être. Après, ça reste très hypothétique. Est-ce qu'il vous paraît que ce régime des mollahs
pourrait avancer dans la voie de la démocratie. Et est-ce que cette avancée vers la voie de la démocratie se ferait plus facilement sans les sanctions internationales qu'avec les sanctions ? Non, je pense pas que. Je pense que les sanctions internationales empêchent l'Iran d'avancer sur un plan économique, mais l'État n'avancerait peut-être pas mieux sans les sanctions. C'est difficile de savoir. Je pense pas que le projet politique de la République islamique soit de mettre en place une démocratie. Ça se saurait. Voilà. Bon. Guillaume, voilà, vous êtes donc Agir ensemble pour les droits humains. Et donc c'est vous qui êtes à l'initiative de cette émission. Oui. C'est vous qui nous avez proposé de faire quelque chose sur l'Iran. Pourquoi et dans quelles conditions ? Pourquoi et dans quelles conditions ? Parce que tout simplement, c'est pas moi qui ai eu l'idée. L'idée, elle est venue en fait de cet artiste iranien dont je parlais en début d'émission et qui lui-même en fait a souhaité témoigner sur son parcours activiste, sur son parcours, et c'est les raisons pour lesquelles il avait quitté l'Iran. Et donc j'avais pensé à vous pour parler de cette thématique et pour faire intervenir cette personne. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, cette personne n'a pas voulu témoigner. Elle craignait pour ses proches, et c'est tout à fait légitime. Ses proches qui sont toujours en Iran et qui, si ils parlaient, auraient subi des menaces, des visites à domicile, des interrogatoires. C'est très tendu, c'est très difficile pour une personne qui s'exile, en fait, qui part d'Iran, ensuite de parler de l'Iran, même si la raison de son départ est un activisme, et un activisme le plus fort qu'il soit. Au final, le régime achète le silence des défenseurs, des activistes, en menaçant leurs proches. C'est une pratique assez courante, au final, j'ai l'impression, en Iran. Donc Al-Jamin et Sarah pourront en témoigner. Comment utiliser la peur pour dominer ? Pour verrouiller, en fait, un et système... Pour verrouiller. Voilà, nous voilà arrivés à vous, Sarah, tranquillement. Alors, sans chercher à vous démasquer, une question peut-être sur les droits humains. Si on regarde ce monde, puisqu'on est dans la géopolitique aujourd'hui avec Al-Jamin, si on regarde le monde, les droits humains, les droits de l'homme, ils sont plutôt en progression ou en régression selon vous ? Il y a eu de grandes avancées récemment, des élections très démocratiques, comme celle de Donald Trump, par exemple. Oui, alors au contraire, moi je penserais que la situation des droits humains dans le monde, de manière générale, est plutôt en régression. Notamment du fait qu'on a beaucoup de mal à répondre aux nouveaux besoins, aux besoins de distinction, notamment aux questions de genre dans le monde. Et puis, du côté plus politique aussi, de la montée des populismes dans beaucoup de pays, et dans des pays européens. Donc des gouvernements qui viennent donc... en contrariété avec le système des droits humains et une protection universelle des droits humains. Donc, je dirais que non, je ne pense pas que les droits humains soient en progression, malgré la progression et l'évolution du monde actuel. Non, je pense qu'on piétine de ce côté-là, oui. Parce que quand même, du côté du point de vue du genre, puisque vous évoquez ce sujet, et qu'il est au cœur de notre débat d'aujourd'hui, puisqu'on va parler des droits de la femme en Iran, avec vous deux, vous trois, du point de vue du genre, il me semble que quand même on progresse. Enfin, en tous les cas, dans les têtes des jeunes ou des vieux machos occidentaux, les choses ont évolué quand même pas mal depuis 10, 20, 30 ans. Oui, mais c'est déjà assez lent, je trouve. Oui. Des questions qui se posaient depuis bien avant 10 ans. Certes. Depuis bien avant cela, et je pense que c'est assez tard qu'on se rend compte de l'importance de ces questions-là. Et on évolue petit à petit aussi, on en parle plus en fait, je pense. Oui. Les personnes en parlent plus, les femmes en parlent davantage, et oui. donc on entend davantage. Après, est-ce qu'on comprend plus ? Je ne sais pas, mais oui. On essaie, vous savez, c'est difficile, on a quelques millénaires derrière nous, et les hommes et les femmes, parce que les femmes sont elles-mêmes porteurs d'un certain machisme, d'une certaine manière, quand elles élèvent leurs garçons, entre autres. Je le rappelle tout le temps, mais bon, c'est une évidence. Donc on a des millénaires derrière nous, donc ça progresse, oui, à une allure, on va dire, raisonnable, quoi.
Mais je trouve que de ce point de vue-là, quand même, il y a des évolutions qui sont marquantes, mais c'est une opinion tout à fait personnelle que vous n'êtes pas obligé de partager, que vous ne partagez manifestement pas, au demeurant. Ça dépend des sociétés. Oui, certes. Voilà. Et des cultures, et de la présence de la religion dans les sociétés, au niveau de l'État, comme l'Iran, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Alors abordons ce sujet. Ou plutôt, abordons-le juste après cette musique qu'on va se réécouter tranquillement. Voilà, je vous rappelle que c'est Ajam Band et que son titre c'est Ou Madame. Ou Madame, ça veut pas dire attention Madame, ça veut dire je suis venu, car je parle évidemment persan couramment. Human sur l'Iran aujourd'hui avec nos trois invités, avec Sarah, avec Adjamine et avec Guillaume, trois jeunes dont c'est la première radio, et cette radio elle porte sur l'Iran et sur les droits de la femme en Iran. Et on était avec Sarah en train d'évoquer ce sujet, Sarah, le sujet des droits de la femme en Iran. Est-ce qu'on peut commencer par un tout petit historique? Le droit de vote des femmes en Iran, ça remonte à quand? C'est une colle. Écoutez, je crois que... il me semble que c'est ancien. Voilà. C'est d'ailleurs... c'est bien avant, je pense. Bien avant la France. Donc c'est Adjamine qui répond, oui. Alors, je ne peux plus vous dire l'année. Mais je crois que c'est avant la France. Oui, voilà. Je suis presque sûre. Il y a pas mal de pays qui ont... Voilà, il y a des paradoxes qu'il faut signaler parce que les sociétés n'évoluent pas de manière linéaire, comme on le sait tous. Et voilà, droit de vote en Iran pour les femmes, avant le droit de vote des femmes en France qui remonte, si mes souvenirs sont bons, en 45 ou 46. Oui, hein? Un peu plus tôt. Ou 40, enfin, après guerre, quoi. Après-guerre. C'est sous le Front populaire, les femmes n'ont pas voté en France, à ma connaissance. Pendant la guerre non plus, par définition, c'est pas Malachel Pétain qui allait faire ça, et donc c'est après que c'est arrivé. Donc, Sarah, voilà, quelle évolution de cette situation des droits fondamentaux de la femme en Iran, depuis cette révolution islamique dont parlait il y a un instant Adjamine. La situation a bien sûr empiré depuis 1979, notamment que ce soit dans la vie courante des femmes, que ce soit tout d'abord par le voile, le hijab, qui est devenu obligatoire dès la Révolution. Parce qu'avant la Révolution, c'était un choix, donc certaines femmes portaient le voile, d'autres non. Donc au quotidien, des activités qui sont interdites pour les femmes. Les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo à l'extérieur, n'ont pas le droit de courir, de faire du sport à l'extérieur. Il faut qu'à ce moment-là, elles soient séparées des hommes. Et de manière générale, que ce soit dans la loi, la femme vaut moins que l'homme de manière générale et même pour moitié. Que ce soit par exemple dans le domaine du droit à l'héritage, une femme a droit à la moitié de l'héritage d'un homme. Son témoignage vaut moins que celui d'un homme, que ce soit en droit pénal. Voilà, beaucoup d'aspects. Les femmes ont aussi également beaucoup d'interdictions notamment par rapport à leurs époux, de quitter le pays sans l'autorisation de leurs époux. Il y a notamment un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle La Permission, qui relate l'histoire vraie d'une athlète iranienne qui n'a pas pu quitter le pays parce que son mari lui interdisait. Donc voilà. Et puisque vous parlez cinéma, je pense aussi à un film qui me revient à l'esprit à l'instant et qui doit s'appeler quelque chose Téhéran Taxi, je crois. Taxi Téhéran, oui. Taxi Téhéran, voilà. Oui. Et qui est intéressant. Donc là, il ne s'agit pas de femme, mais il s'agit d'un homme, un réalisateur simplement à qui on avait coupé les vivres, enfin, qui ne pouvait plus tourner. Oui. Et qui est devenu taxi et qui a mis trois petites caméras GoPro dans son taxi. Oui. Et qui a réussi à avoir le Lion d'Or
qui n'a pas pu le récupérer. Mais de Berlin. Non, mais il l'a eu quand même sur son film. Et son film est devenu un film très connu. Exactement, oui, c'est Jafar Panahi, oui. qui est un réalisateur iranien qui a réalisé beaucoup de films engagés. Oui. Et qui, justement, de ce fait, s'est vu interdire donc sa profession, d'exercer sa profession. Il me semble qu'il était sous contrôle judiciaire, je ne suis plus certaine. Mais donc voilà, et il a réalisé donc en souterrain, officieusement, ce film Taxi Téhéran, qui est un documentaire, mais aussi un peu un film. Et voilà. Ouais. Voilà, d'autres exemples de concrets, actuels. Je pense à cette avocate avocate qui est actuellement en détention. Je crois qu'elle s'appelle Nasrin Sotoudeh, c'est ça ? Oui. Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate reconnue en Iran, mais aussi à l'international, qui a reçu le prix Sakharov en 2012 pour son activité notamment, qui est très engagée donc, dans la défense des droits humains, des droits des femmes notamment, et qui lutte en permanence contre la peine de mort en Iran, et qui a fait l'objet de nombreuses arrestations du fait de son activité, et dont la dernière arrestation remonte à 2018, et donc qui est actuellement encore en détention. Alors, c'est souvent des accusations qui ne correspondent pas aux infractions de droit commun. On colle souvent aux personnes qui sont engagées dans la défense des droits humains des accusations plutôt du ressort de la sécurité nationale, que ce soit atteinte à la sécurité nationale, propagande, pour avoir justement dernièrement défendu une femme qui avait fait donc partie du mouvement sans mon hijab, qui avait donc retiré son voile et qui s'était filmé ou photographié donc sans leur voile dans les rues. C'est-à-dire le fait pour une avocate iranienne de défendre une femme iranienne qui a pas mis son hijab ou je ne sais quoi, qui s'est pas conformée à ces règles-là, le seul fait de la défendre constitue une atteinte à la sécurité nationale ? Alors en fait, ce sont des termes un peu fourre-tout. Non, mais si bien on sûr. peut dire ça. Oui. Ce sont des accusations, des chefs d'accusation qu'on colle donc à ces personnes-là, histoire de pouvoir outrepasser tous les principes de procès équitable, d'offrir un procès raisonnable à une personne. Et voilà, c'est vraiment pour garder le flou sur l'affaire, sur l'histoire et la priver de tous ses droits. Mais du coup, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de défense. Alors non, parce qu'au-delà de son engagement personnel en tant qu'avocate, Nasrin Sotoudeh, et c'est le cas de beaucoup d'autres avocats, ont dû se battre et doivent se battre tout le temps pour avoir accès au dossier, pour pouvoir défendre correctement leurs clients, pour avoir un temps de conversation, d'entretien avec leurs clients. Donc l'activité, la profession d'avocat en Iran, c'est un combat de tous les jours. Est-ce qu'il vous semble que les barreaux occidentaux, européens et les sociétés occidentales en général font suffisamment pour essayer de soutenir en quelque sorte ces avocats iraniens ici, mais on peut parler de d'autres barreaux d'autres pays qui sont aussi en difficulté. Oui, alors pour ce qui est le cas de Nasrin Sotoudeh, le Conseil national des barreaux a soutenu son action et la soutient depuis très longtemps. Qui est l'organisme donc qui chapeaute l'ensemble des avocats français. Voilà. Mais après, ce sont surtout des avocats qui sont reconnus à l'international. Donc Nasrin Sotoudeh a une renommée internationale assez importante du fait de son combat. Mais c'est vrai que du fait de l'opacité en Iran, c'est très difficile pour des organismes extérieurs de soutenir leur combat. Bien sûr. Adjamine, sur ce sujet, avez-vous des précisions à apporter sur le terrain, des droits des femmes en Iran, des exemples concrets Comme disait Sarah, c'est un pays dans lequel la femme est légalement inférieure à l'homme. Donc ça engendre pas mal de problèmes dans la vie quotidienne, au travail, dans les libertés fondamentales de l'être humain, en fait. Elles ont pas les mêmes droits que les hommes. Est-ce que vous le constatez, vous, quand vous êtes en Iran ou parmi vos amis, vos connaissances iraniennes, quand vous parlez avec ces femmes, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Oui, les femmes ont plus peur que les hommes dans la rue. Peur déjà de se faire arrêter, parce que si votre habit n'est pas islamiquement correct, la police des mœurs est là et peut vous arrêter, et ça arrive régulièrement.
Donc les gens les femmes peuvent avoir peur de se déplacer la nuit, c'est difficile, se déplacer seule, c'est difficile. Bien sûr, pas de partout, et ça dépend de l'heure, c'est comme dans tous les pays, hein. Mais oui, je pense que la condition de la femme en Iran est compliquée, oui. Bon. Voilà. Une première approche. Alors on va sur ces bonnes paroles. Mais on va s'écouter une deuxième musique. Hein, on va pas se laisser abattre et on va s'écouter A Thousand Tales. C'est un violon. Je crois que c'est plutôt d'une musique traditionnelle. C'est un groupe qui s'appelle Palette. Mais oui, vous êtes dans Human, dans une émission sur l'Iran et sur la liberté des femmes, en particulier en Iran. Et nous abordions ce sujet avec Adjamine. Vous vouliez parler, je crois, du taux de scolarisation. Oui, donc en Iran, l'Iran est un des pays du Moyen-Orient où le plus de femmes vont à l'université. Et en Iran même, il y a plus de femmes à l'université que d'hommes. Il y a plus de femmes, en tout cas, qui sont diplômées de l'université que des hommes. Et en fait, le processus de modernisation de l'Iran avait commencé avant la révolution islamique, et les dynamiques sociales qui en découlent se sont poursuivies après la révolution islamique. Et même si la condition des femmes a régressé. Je comprends qu'il y a deux mouvements et que ces deux mouvements apparaissent contradictoires, qu'il y a ce mouvement, vous disiez, de libération, ce mouvement aussi d'élévation du niveau culturel. Ça, c'est un mouvement, on va dire, social, un mouvement plutôt culturel, sociologique. Et puis le mouvement politique qui, lui, s'est trouvé à la suite peut-être de certains excès commis par le monarque antérieur, par le pouvoir antérieur, une réalité politique qui, elle, vient en contradiction, en quelque sorte, avec cette situation. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que dans la tête de toutes ces femmes qui ont un niveau culturel élevé, il n'y a pas comme une opposition, une discordance, une dichotomie entre, d'une part, tout ce qu'elles apprennent sur le monde, à travers Internet aussi, bien sûr, à travers le contact avec la vie internationale, et puis la réalité sociale, psychologique qu'elles vivent sur place. Oui, si, je pense que qu'il y a un paradoxe entre le gouvernement et la société, les femmes et les jeunes aussi. L'Iran est un pays où il y a beaucoup de jeunes, et la plupart sont nés après la révolution islamique, et leur soif de liberté, je sais pas trop quoi dire là. Mais oui, leur soif de liberté, vient en contradiction avec les contraintes que leur impose le régime. Et bien sûr, les réseaux sociaux, l'accès à la vie, à la mondialisation via les réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont très utilisés en Iran. Les Iraniens sont très connectés. Ils sont pas trop contrôlés par le pouvoir, comme en Chine ? Si, il y a des contrôles, mais les gens se débrouillent pour avoir accès à tous les réseaux interdits. Et c'est assez facile aujourd'hui d'y avoir accès. Donc, les gens les jeunes, en tout cas, n'ont pas envie de vivre enfermés
en respectant des règles islamiques si contraignantes dans bien la sûr. vie quotidienne. Bien sûr. Sarah, sur ce sujet, et peut-être dans la foulée sur le sujet que probablement dans une telle situation de dichotomie, d'opposition qu'on vient de décrire, évidemment, il se dégage socialement une culture souterraine. Oui, évidemment. Alors, soit les personnes quittent le pays, parce qu'on a une fuite des cerveaux assez importante. Beaucoup de jeunes femmes diplômées ou de jeunes hommes diplômés quittent le pays pour trouver des opportunités beaucoup plus intéressantes à l'étranger. Et en parallèle, oui, il y a une culture souterraine très très importante en Iran, du fait de tous les interdits, qui est donc une culture très jeune. Que ce soit le cinéma, la musique, beaucoup de musiques sont interdites. Les femmes n'ont pas le droit notamment de chanter, que ce soit toute seule. Alors il y a des groupes de femmes, une femme peut chanter si sa voix fait partie d'un groupe, voilà. Mais donc il y a une culture souterraine assez importante en termes de musique, de cinéma ou autre chose. Voilà, les jeunes sont assez festifs, ils sont ouverts aux cultures, aux autres cultures et oui. Voilà. Et comment est-ce que ça circule par quel souterrain passe-t-il? Alors, de manière très concrète? Bah oui. De façon très concrète, que ce soit par l'organisation de grandes fêtes, de grandes soirées. Les jeunes sont, comme je disais, sont très très festifs. Ils sont ouverts aux cultures diverses, à la musique occidentale. Voilà, donc que ce soit des fêtes, que ce soit par, comme l'alcool est interdit en Iran, que ce soit par l'importation d'alcool via la Turquie ou d'autres pays voisins. Donc voilà. Donc il y a une importation illicite d'alcool importante? Oui, ou des vins faits maison. Beaucoup font leur propre vin. Ah bon? Oui. D'accord, et ça c'est pas trop contrôlé? Il y a des vignes? Non, pas des vignes, c'est vraiment Ils font leur vin avec quoi? Ah oui. À l'ancienne. Mais du vin de quoi? Pas du vin de raisin donc? Si, certainement. Du vin d'orange, du vin de quoi? Du vin de citron, du vin de quoi? De raisin, je pense. Mais donc il y a des vignes? Il y a beaucoup de vignes en Iran, oui. Voilà, il y a des vignes. Oui, dans la région du Khorasan. D'accord. Il y a des vignes. Oui. Oui, non, il y a des vignes. Bon. Donc voilà un exemple de culture souterraine. Je pensais aussi à l'époque soviétique où, vous savez, beaucoup de textes circulaient, on les appelait des samizdat. Donc beaucoup de textes, évidemment à l'époque Internet n'existait pas, mais il y avait des textes, il y avait des écrivains, et il y avait beaucoup de textes qui circulaient sous le manteau, mais qui étaient très, très lus par les intellectuels contestataires. Et on appelait ça des samizdat. Donc évidemment, dans toutes ces sociétés très contraintes, comme ça, officiellement contraintes, parce que nous avons aussi des contraintes en Occident, mais elles sont plus subtiles que celles-là, se développent des cultures souterraines. Voilà. D'autres exemples, Sarah, de troubles à des droits de la femme en Iran? D'autres exemples concrets Des exemples concrets, en ce qui concerne la vie étudiante des femmes, en ce qui concerne l'éducation. Oui. Alors, il y a beaucoup de cas, oui, de femmes qui se sont engagées pour que ce soit l'accès des jeunes ou à l'éducation, ou que ce soit l'accès des jeunes femmes à une éducation pleine. Et notamment le cas, par exemple, de Bahare Hedayat, qui est qui était étudiante à l'époque, il y a quelques années, et qui s'est battue pour le droit des femmes, qui a participé à de nombreuses manifestations pour le droit des étudiants, qui a été arrêtée à de nombreuses reprises, qui a eu des problèmes de santé en prison, qui n'a pas été traitée et qui a pu être libérée il y a quelques temps, notamment grâce à l'intervention du groupe de travail sur les détentions arbitraires, parce qu'elle était clairement en situation de détention arbitraire. Donc il y a ce cas particulier, mais beaucoup d'autres femmes s'engagent au quotidien. Elles ne sont pas forcément reconnues à l'international, mais s'engagent beaucoup, pour le droit des femmes. Voilà, oui. C'est une population de quelle importance l'Iran aujourd'hui? En millions d'habitants? Ordre de grandeur? C'est 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, voilà. Pour un territoire... qui fait 6 fois la... Immense, hein. 6 fois, 7 fois la France. C'est grand l'Iran. C'est très grand, c'est très grand l'Iran. Parce qu'on voit ça sur des cartes un peu de loin, oui. Mais ce sont des pays très, très vastes et très montagneux aussi. Oui. Le Caucase est là. Oui.
Je dis pas une sottise, on est bien dans le Caucase. Vous êtes géographe? Bah oui, je suis géographe en plus. Si on peut couper, ce serait pas mal. Hein. Je croyais qu'elle allait me dire vous êtes nuls, on est au bord de la Méditerranée, mais non. Bon. Voilà. Alors que peuvent faire les NGO, les ONG, les organisations non gouvernementales occidentales dans de telles situations, et comment agir ensemble pour les droits humains réagit-il, Guillaume Guichon? Oui, c'est compliqué, je vous le cache pas. C'est compliqué. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est accompagner en fait les activistes, les défenseurs des droits humains sur le terrain, les accompagner en leur offrant, par exemple, en leur offrant une assistance juridique ou pour se faire descendre, par exemple, ou les relocaliser, les aider à échapper le pays. Et ensuite, les accompagner sur le long terme. Parce que bon, là, quand on parle d'activistes, en fait, qui sont menacés, on peut pas juste apporter une aide ponctuelle. Il y a besoin ensuite d'un accompagnement qui soit psychologique, qui soit social, une aide, en fait, pour se réinsérer, pour les accompagner, chercher à les comprendre, les mettre en valeur, en fait. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Après, pour ceux qui donc échappent à leur pays et viennent en Europe, viennent en France, entre autres. Bien sûr. C'est le cas de cet artiste dont vous parliez il y a un instant. Oui, c'est le cas de cet artiste qui a échappé à son pays, justement, à cause de son art. Et qui n'y retournera pas, vous l'imaginez bien. Parce que son art était contestataire. Bien sûr, parce qu'il était trop engagé, qui ne correspondait pas avec les standards du régime, en fait. Oui. Qui posait problème, qui dénotait, en fait, avec l'idéologie en place. Mais oui, bien sûr. Et ce qui est frappant, c'est que il faut pas croire. On parlait par exemple de la vie de la nuit, en fait, de la fête, etc. Il faut pas croire qu'il y a pas tout ça, qu'il y a pas de contestation en Iran. Il y en a. Hein. C'est juste qu'elle est invisibilisée, peut-être même par le système. Et je pensais même tout à l'heure, ça me faisait penser. On parle des femmes, mais plus largement dans la communauté queer, il y a des gens qui montent, et je pensais à une drag queen qui s'appelle Jackie Cox et qui a participé à une émission de télé-réalité aux États-Unis et qui en fait voulait se faire porte-parole en fait de la communauté queer largement en Iran et montrer que ça existait en fait. Souvent les gens disent non mais ça n'existe pas, il y a pas de vie, il y a pas de fête, il n'y a rien en Iran, mais si, en fait, ça existe, et bien au contraire, je pense que c'est même plus présent et plus joyeux que nous. Question bête, est-ce qu'une drag queen vous paraît être le meilleur étendard pour défendre les droits de la femme en Iran, Sarah? Bah bien sûr. Je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que ça ne risque pas, c'est ça qui est derrière ma question, de générer au contraire des oppositions encore plus fortes des traditionalistes? Oui, mais je pense qu'il leur suffit de très peu pour générer, aux religieux en place en Iran, il leur suffit de très peu pour renforcer leur opposition. Un dessin, une peinture, tout est signe d'atteinte à la sécurité de l'État, tout est donc signe de propagande. Donc, peu importe, ce sera toujours réprimé par l'État. Bon, d'accord. Voilà, bon, on s'écoute la troisième musique. C'est Ahmad Ali Rezaï, Miré Novrouz, et vous allez voir que mon iranien s'améliore d'heure en heure. Ça veut dire la nouvelle année. Et la nouvelle année en Iran, c'est le 21 mars, c'est le jour du printemps.
Mais oui, vous êtes dans Human sur l'Iran et sur les droits de la femme en Iran. Alors la question qui me venait à l'esprit, Guillaume, c'était de savoir si dans cette épidémie, cette pandémie de Covid que le monde entier subit, s'il y avait des spécificités iraniennes. Des spécificités, oui, il y en a. Il y a notamment, je pense, on parlait tout à l'heure de Nasrin Sotoudeh, cette avocate justement qui est enfermée, qui est enfermée et condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Oui. Et donc elle est dans la prison de Evin, si je me trompe pas. Et elle a demandé en fait à sortir de cette prison, à se recevoir des soins parce qu'elle avait peur d'être infectée au Covid. Il y a eu plusieurs cas de Covid justement dans les prisons iraniennes. Ça a été refusé, à mon grand étonnement. Et il y a notamment une campagne de plaidoyer en ce moment menée par plusieurs ONG justement qui essaient de sensibiliser justement les autorités iraniennes à la gestion du Covid dans les prisons. C'est des espaces en fait où la distanciation sociale n'est pas possible. Enfin, on peut pas la mettre en œuvre évidemment. On peut pas la mettre en œuvre. Il y a aucune mesure médicale et évidemment s'il y a contamination, aucun accompagnement, aucune aide médicale en fait. Est-ce que le taux de contamination est élevé, particulièrement élevé Sarah, vous avez une idée sur la question ? Oui, alors assez élevé, notamment du fait de l'incompétence de l'État. L'État qui n'a pas pris de mesures, qui a pris des mesures immédiates. On a été bien meilleur en France, hein. Aux États-Unis, ils ont été excellents aussi. À l'Iran, oui, largement. Super, bonne nouvelle. Oui, parce que on a fermé les administrations, les écoles, mais pendant un temps très très court, et donc toute la vie a repris. Et l'épidémie avec. Et donc voilà, il n'y a pas de mesures sanitaires particulières, donc ça continue de se propager, et que ce soit dans les prisons ou que ce soit ailleurs, oui. Comment est-ce que vous voyez... Alors, vous n'êtes pas Madame Soleil, hein ? J'ai noté que vous appeliez Sarah et non pas... et que vous n'aviez pas de boule de cristal. Mais tout de même, si on essaie de se projeter dans l'avenir... Comment est-ce qu'on peut imaginer que cela pourrait évoluer ? La situation en Iran ? Oui, la situation en Iran, avec ce paradoxe qu'on disait tout à l'heure, une société plutôt ouverte, beaucoup de jeunes, on écoute de la musique, on fait des fêtes, on boit de l'alcool, sans doute on se drogue, etc., etc. Bon, drag queen, machin. Bref, on suit une certaine évolution, dans ce qu'elle a de bon et dans ce qu'elle a de mauvais, peu importe, sociale, très ouverte sur le monde, et puis en même temps, il y a une tension très forte portée par les pouvoirs publics et par le pouvoir islamique. Comment ça peut évoluer dans la durée, ça ? C'est assez compliqué parce que déjà, l'Iran est un pays isolé, comme on disait tout à l'heure, sur la scène internationale. Qui subit des sanctions et donc qui a une économie qui est complètement asphyxiée. Et le gouvernement, en fait, utilise cet argument, le fait de l'isolement, de l'économie qui va en se dégradant, afin de faire jouer une sorte de propagande auprès de la population, et notamment de la tranche la plus fidèle au gouvernement, en disant que la menace vient de l'extérieur et non du gouvernement. Donc en fait, c'est assez compliqué, même si on a une tranche, une population assez jeune qui se révolte et qui a très récemment participé à des manifestations assez importantes, notamment sur l'augmentation des prix. Avec des gens dans la rue, des jeunes dans la rue, etc. Voilà. Oui. Mais ça dure que quelque temps, en fait. Le gouvernement arrive très facilement à arrêter ces mouvements, en arrêtant, en tuant beaucoup de manifestants, procédant à des arrestations de masse. Donc, après aussi, il y a un manque aussi je pense, de leaders en Iran. Il y a le mouvement populaire, mais on n'a pas de leaders. Les leaders, les opposants qui étaient là il y a quelques années durant la vague verte sont soit emprisonnés ou autres. Donc, on n'a pas de leader qui puisse guider. C'est quoi la vague verte ? Rappelez-nous. C'était un mouvement, un soulèvement populaire, notamment suite à
à la réélection de Ahmadinejad, le président Ahmadinejad, qui il me semble, a fait près de 60% qui a raflé 60% de votes en sa faveur. Et en fait, donc les gens ont manifesté contre la réélection donc de ce président et qui à ce moment-là était guidé par des opposants qui étaient eux-mêmes candidats, dont notamment Moussavi. Et sauf que ça a duré quelque temps, ça a précédé les mouvements des printemps arabes, mais ça s'est arrêté net au bout de quelque temps. Il n'y a pas de gouvernement en exil, de choses de ce genre? Alors, on a la famille du Shah qui... Oui. Mais bon. Il est peu probable que le Shah revienne au pouvoir, oui, ou sa famille. Oui, voilà. Ils s'expriment un peu, le fils du Shah, un des fils du Shah s'exprime un peu, mais ça reste très raisonnable et très modéré. Donc, d'accord. Voilà. Bon, nous voilà au bout de ce début de cheminement sur les droits de la femme en Iran. On espère pour elle que, et en particulier pour ces avocats et avocates qui sont détenus et qui exercent leur métier dans des conditions extrêmement périlleuses, difficiles, on ne le dira jamais suffisamment, la protection des journalistes, la protection des avocats et avocates est un élément évidemment essentiel au fonctionnement démocratique. Et notre démocratie internationale, eh bien, elle fait comme elle peut. Cas un cas, elle avance dans des difficultés, barbotant dans le Covid. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Human. À bientôt, salut. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.